De justice de suspendre la procédure judiciaire engagée en France. Pour nous, la procédure de mort, elle est fondamentale. Il faut qu'elle se poursuive, madame. Elle est déterminante parce que c'est à partir d'elle que nous allons connaître la vérité sur les comportements des criminels et la vérité sur la fin tragique de nos enfants. Les juges de La Haye ont en effet rejeté mardi la demande de gel d'urgence de l'enquête ouverte à Meaux. Ils ont estimé qu'elle ne porte aucun préjudice à l'image du Congo ou à sa souveraineté. Brazzaville a annoncé son intention de poursuivre sa propre enquête, la seule légale selon elle. Je vous ai dit que c'est une incongruité juridique. Quand on appréciera l'affaire sur le fond, vous constaterez que la compétence du tribunal de grande instance de Meaux ne sera pas reconnue. Mais l'une des personnes poursuivies habite à Meaux. Elle habite à Brazzaville, c'est un officier général de valeur. Elle a une résidence à Meaux. C'est là qu'on pense peut-être qu'il y a un tout petit début de compétence territoriale, mais nous vous disons que lorsque cette affaire sera jugée dans le fond, eh ben, cette espèce de petit début de compétence disparaîtra. Avocat de plusieurs familles de victimes, Patrick Baudouin considère, lui, la décision de la CIJ comme une victoire d'étape. La Cour doit encore se prononcer sur l'immunité pénale des hauts responsables congolais mis en cause dans l'affaire du Beach. C'est vrai que la Cour a statué sur une mesure conservatoire, une mesure provisoire. Reste à juger le fond de l'affaire. Et ça interviendra dans un an ou un an et demi. La difficulté, c'est qu'il y aurait un certain nombre d'investigations qui seraient à faire au Congo-Brazzaville même. Donc il faudrait soit des commissions rogatoires, soit un déplacement des magistrats, soit des mandats d'arrêt internationaux. Et ça va être difficile à mettre en œuvre. Bien voilà, nous avons donc suivi là le commentaire de nos amis de CFI et surtout Gabriel Lorne. C'est pour autant dire que la presse a bien été présente à La Haye pour suivre effectivement ce verdict qui a été rejeté. Vous avez d'ailleurs reconnu le ministre de la Communication qui est le nôtre, Alain Akwala. Maintenant on va donc dans le vif de notre sujet sans commentaire. On dit que les faits sont sacrés, les commentaires sont libres. On ne voulait pas y revenir, mais nous c'est pour vous demander les motivations du Congo. Pourquoi sommes-nous allés à la Cour internationale de la justice, monsieur le ministre? Eh bien, vous avez tout à fait raison de commencer cette émission en me posant la question sur les motivations pour essayer de comprendre quelles sont les raisons de fait et les raisons de droit qui ont conduit le Congo à saisir la Cour internationale de justice. Globalement et de manière cursive, il me semble qu'il y a 4 raisons principales. La première des raisons, c'est la défense de la souveraineté de l'État congolais. La défense du pouvoir régalien de la justice. Car vous savez que la justice dans un pays est rendue au nom du peuple. Chez nous, elle est rendue au nom du peuple congolais. Et l'article 135 de notre Constitution le confirme en disant que sur le territoire national, la justice est rendue au nom du peuple congolais. Or, il se trouve que sur cette affaire du disparu du Beach, nos juridictions avaient déjà été saisies. Elles ont été saisies dès le 29 août 2000. Et l'on a appris 2 ans après, le 20 janvier 2002, que les juridictions françaises étaient saisies de la même affaire. Il n'était pas acceptable que les juridictions congolaises soient dépossédées de cette manière au profit d'une juridiction tierce, d'un pays tiers, parce qu'il se posait là véritablement une question de souveraineté. Par ailleurs, vous l'avez suivi tout à l'heure, la difficulté qu'il y aurait à faire des enquêtes si jamais c'est les juridictions françaises qui devaient diligenter les procédures. Cette difficulté est liée au fait que l'on constate quand même que sur les liens de rattachement de cette affaire, c'est le Congo. Tous les liens de rattachement ramènent au Congo. Le lieu de la commission de l'infraction, c'est le Congo. Le domicile des personnes poursuivies, c'est le Congo. Les victimes seraient des Congolais. Les plaignants sont des Congolais. Donc du point de vue de la bonne administration de la justice, le Congo souhaitait effectivement et veut et défend la position suivant laquelle ce sont les juridictions congolaises qui sont compétentes pour connaître de cette affaire pour des questions de souveraineté et pour des questions de bonne administration de la justice. Autant dire que vous battez en brèche le principe du droit international public. Et donc, notre affaire ne peut pas être examinée ailleurs, en France, en Belgique ou aux États-Unis? On reviendra aux temps importants sur cette question délicate de compétence universelle.
Et les collègues qui sont dans ce plateau apporteront les lumières indiquées sur cette affaire. Par rapport aux motivations, outre cette préservation de la souveraineté de l'État, il y avait un autre point qui pouvait pousser le Congo à saisir la Cour internationale de justice. C'est le principe de l'immunité et de l'inviolabilité du chef d'État. Certains actes, certains gestes, certains propos laissaient entrevoir que les juges d'un pays tiers envisageaient soit de convoquer le chef d'État. Eh bien, ça, pour nous, quand on parle du chef d'État, derrière le chef d'État, c'est le Congo. On ne pouvait pas accepter que sous une manière ou une autre, qu'on porte atteinte à l'immunité du chef d'État. Voilà une deuxième raison qui motivait la saisine de la Cour internationale de justice. Voilà. On va suivre deuxième partie. Ça arrive. Donc cela veut dire que, au-delà des polémiques, et lorsque j'ai entendu le petit commentaire tout à l'heure, j'ai tout de même été rassuré par l'un des intervenants que j'ai entendu, qui a dit que la Cour n'avait statué que sur des mesures conservatoires. Lui, il est resté dans la mesure de la nature de la décision qui a été celle de la Cour internationale de justice, parce qu'il est bien conscient, cet intervenant-là, que la suite de la procédure, que pour la suite de la procédure, il y a encore un long chemin à parcourir, qui est celui qui va consister à aborder le fond. Donc aujourd'hui, je crois que, à mon sens, il ne devrait même pas y avoir de débat pour dire qu'il y a eu défaite ou victoire. Ce sont des termes qui sont, à mon avis, parfaitement inappropriés concernant une décision de justice de la nature de celle que la Cour internationale de justice a rendue, à savoir une décision avant de dire droit, qui ne préjuge en rien du fond, qui laisse intact le droit des partis pour développer leurs arguments sur le fond. Il n'y a pas de défaite, il n'y a pas de victoire. Certes, la décision n'est pas bonne, c'est vrai, mais vous savez, devant la justice, il faut savoir aussi s'incliner. D'autant plus qu'ici, la décision avant de dire droit ne préjuge en rien du fond. D'accord. Donc voilà en gros. Avec vous, on est déjà dans le deuxième point. Jean Bambi, je voulais terminer, monsieur Bambi, si vous permettez, juste deux petits mots pour dire que la procédure qui va suivre est encore longue. Vous savez, devant la Cour internationale de justice, si jamais elle devait retenir sa compétence sur le fond, parce qu'il y a encore des problèmes, des incidents qui peuvent survenir pour la suite des débats relativement à cette affaire, la suite de la procédure, ça risque encore d'être assez long avant qu'une décision puisse intervenir. Et tout à l'heure, vous avez entendu l'intervenant qui a certainement défendu les intérêts de ceux qui ont déposé des plaintes devant le juge français à Meaux, en l'occurrence. Il a bien dit qu'au niveau de la procédure qui est en France, il y aura des difficultés. Commission rogatoire, déplacement des magistrats sur place parce que les faits se passent au Congo. Alors vous voyez bien que quand on va aborder le problème des compétences universelles, c'est bien la compétence universelle. Et vous verrez les problèmes qui vont surgir parce qu'il faut que les magistrats du pays qui se décrètent une compétence universelle en sa faveur, il faut qu'ils se déplacent dans un pays souverain. D'accord. Et les problèmes, vous verrez, les problèmes qui peuvent surgir à ce niveau-là, et je crois que, comme on dit en termes vulgaires, on n'est pas sorti de l'auberge. D'accord, attendons le découvrir. Non, je voulais dire, Jean Bambi, qu'en tenant compte de ce cas de figure, on peut dire que la procédure au niveau de la juridiction congolaise est très avancée, alors que le tribunal de Meaux, qui a théoriquement le pouvoir sur cette affaire des disparus du Butch. Alors, quel commentaire vous pouvez faire, maître, sur la Convention européenne des droits de l'homme en son article 6, c'est-à-dire au cas où le Congo, la juridiction congolaise, aurait déjà prononcé des décisions au cours de cette affaire? Bon, disons que la question que vous me posez anticipe un petit peu sur la procédure elle-même, dans la mesure où la République du Congo, aujourd'hui, les tribunaux congolais n'ont pas encore prononcé de décision. Donc on ne peut pas encore porter de jugement de valeur ou faire une analyse sur les compétences. Tout ce qu'on peut faire aujourd'hui, c'est un constat. Un constat, et je pense que M. le doyen Mavila, qui est ici, aura des développements à faire sur la compétence universelle notamment. Donc, on sera en plein dans le vif du sujet. Donc ça veut dire
Ça veut dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas de décision rendue par une juridiction congolaise dans cette affaire. Il n'y a pas de décision rendue par une juridiction française. Il y a une décision avant dire droit qui ne préjuge pas du fond, qui est celle du 17 juin 2003 qui est rendue par la Cour internationale de justice. Maître, vous l'aviez déjà dit. Voilà, et à partir de là, mais on est là déjà dans le deuxième chapitre, c'est-à-dire la nature de la décision rendue. Voilà. Avec vous, on a déjà, n'est-ce pas, écouté une esquisse de réponse. Mais vous êtes des hommes de droit aujourd'hui, honnêtement parlant, en tant que citoyen congolais. Et vous, sur ce plateau de Télé Congo, là on a cru que c'est les deux parties qui sont dos à dos, donc boutées, peut-être certainement expressément par la Cour internationale de justice. L'on pense également que c'est la défaite de notre pays. Mais vous, ici, vous dites que c'est une victoire ou c'est une défaite. Êtes-vous d'accord avec ce rejet ou bien vous êtes d'accord avec ce rejet officiellement? Vous ne l'avez pas encore dit là. Mais on ne va pas catégoriser aussi simplement des choses parfois beaucoup plus complexes. Ce que Maître Ngaliba dit, on va faire bref, c'est que la décision de la Cour internationale de justice n'a pas désigné des coupables, n'a pas dit combien de disparus il y a, n'a pas dit que le Congo est condamné de ceci à payer cela. Non. La Cour internationale de justice avait à répondre à la demande qui a été formulée par l'État congolais, qui considérait de bonne foi que la procédure telle qu'elle était menée pouvait lui porter préjudice et qu'il y avait urgence à suspendre cette procédure. Sur ces deux points, le juge a considéré qu'il n'y avait pas de préjudice irréparable. Irréparable. Ça veut dire? C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de préjudice grave à l'endroit contre l'État congolais. Et ensuite qu'il n'y avait pas d'urgence à suspendre cette procédure. Rien que sur ça, le débat devant la Cour internationale de justice n'a pas porté sur autre chose. Désigner tel coupable ou tel autre, non. Sur le point du droit, la décision de la Cour internationale a porté sur ces deux points. Y a-t-il préjudice? Y a-t-il un préjudice irréparable aujourd'hui à l'endroit de l'État congolais? Y a-t-il urgence à ce que l'on suspende la procédure? Sur ces deux points, la Cour internationale a considéré, en l'état actuel du dossier, qu'il n'y avait pas urgence, qu'il y avait probablement, il pouvait avoir préjudice, mais il n'y avait pas de préjudice irréparable. Mais sur si ces deux c'est fait comme ça, oui. M. Boumakani, que sera devenu le tribunal de Meaux? Elle suspend simplement sa poursuite judiciaire ou sa procédure judiciaire? Sur ce point, nous reviendrons en son temps. La Cour internationale, mais d'ailleurs, et c'est pour ça qu'il faut lire attentivement, point par point, considérant par considérant cette décision, quant à savoir, est-ce que notre juridiction, nos juridictions, restent-elles compétentes pour connaître de cette affaire? Est-ce que les juges de Meaux sont-ils compétents pour poursuivre la procédure? Sur ces points, nous y reviendrons. Mais en tout cas, la décision, telle que nous la lisons, donne fermement, conforte la compétence des tribunaux congolais quant à examiner cette affaire. Mais nous reviendrons en détail sur cette affaire tout à l'heure. Oui, Monsieur Bambi, Monsieur Blaise, votre émission se veut pédagogique, n'est-ce pas? Bien sûr. Je reviens donc à l'article 31 que j'ai signalé tout à l'heure. Et j'ai indiqué l'alinéa 1. À l'alinéa 2, il est dit « En attendant le prononcé de l'arrêt définitif, la décision prise par la Cour internationale de justice, et c'est le cas d'espèce, lorsque cette décision est prise, on informe les parties et on informe le Conseil de sécurité. » C'est l'alinéa 2. Donc, c'est une première étape. Article 41. C'est ce que nous enseignons. Je ne peux pas inventer d'autre chose. Oui. Article 41 qui prévoit les mesures conservatoires. Je vous ai dit ce que c'était que l'alinéa 1. Maintenant, je vous amène à l'alinéa 2 en attendant le prononcé de l'arrêt définitif. Le rang des mesures conservatoires, les parties sont informées, le Conseil de sécurité est informé. Blaise, il y a une question, autrement on va donc au troisième point. Non, je crois qu'il vaut mieux que nous allons justement au troisième point qui porte sur la portée de cette décision. C'est cela, Jean Bambi? Oui, bien sûr, la portée de cette décision qui se ramifie en trois parties essentielles. En commençant par le problème de l'immunité du chef de l'État, justement. Le chef de l'État qui a été effectivement cité comme coupable dans cette affaire aussi. Monsieur le secrétaire général du gouvernement. Oui, c'est une question fondamentale. C'est une question fondamentale et qui est placée aujourd'hui sous l'éclairage de cette décision de la Cour internationale de justice. Comme l'a fait Maître Ngaliba tout à l'heure, ça peut paraître fastidieux, mais
pour dire que c'est dans le texte que nous sommes, dans la décision de la Cour internationale que nous sommes, je me permets de vous lire un des considérants qui affirme, qui confirme que toutes les procédures envisagées, les convocations éventuelles du président à témoigner sous telle ou telle autre forme, eh bien, tous ces faits, gestes, sont contraires à ce que prévoit le droit international aujourd'hui. Le chef de l'État bénéficie d'une immunité et d'une inviolabilité. Alors, que dit le point 33, le 33e considérant de la décision de la Cour internationale de justice, qui reprend la position des conseils de l'État français devant la Cour internationale de justice et qui, eux, reconnaissent l'immunité du chef de l'État congolais. Eh bien, considérant qu'à cet égard, la Cour prend note des déclarations ci-après de l'agent et des conseils de la France. Eh bien, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent ce qui suit. Une chose doit être claire d'emblée. La France ne nie en aucune manière que le président Sassou Nguesso bénéficie en tant que chef d'un État étranger d'immunité de juridiction tant civile que pénale. C'est le 33e considérant de la décision qui a été rendue. C'est la page 8. C'est le dernier paragraphe de la page 8. Ça se trouve aussi dans cette décision dont on parle tant. On fixe là l'étendue de l'immunité du chef de l'État. Et d'ailleurs, cette décision, le doyen Mavila, maître Ngaliba, confirmeront. C'est une décision sur ce point précis qui se situe dans la filiation d'autres décisions qui ont déjà été rendues en cette matière devant la Cour internationale de justice en 2002, sur une affaire qui opposait la République démocratique du Congo à la Belgique, affaire connue sous le nom de Yeroudia. Ce principe d'immunité est affirmé à propos du ministre des Affaires étrangères. Et cela vaut à plus forte raison à l'égard du président de la République. Mais est-ce que ce n'est pas déjà mal voir les choses, parce que vous entendre parler, vous considérez cette immunité comme étant un plateau en or dormant, donc on ne peut pas titiller comme ça, une autorité, soit-elle haut perché, est-ce que le droit n'a pas ce devoir, n'est-ce pas, titiller un tout petit peu, quitte à survenir à un moment donné selon les... Voilà, nous avons suivi l'affaire des disparus du beach, mais est une affaire quand même qui fait mal à la tête. Mais on fait tourner le peuple toujours en bourrique. On fait tourner le peuple parce que 8%, il faut toujours que l'homme de la France puisse toujours être secouru par la France. C'est quand même triste. Les Congolais, depuis des temps, ils sont massacrés. Les jeunes Congolais, génération par génération, sacrifiés. Aucun Congolais n'a profité des minéraux du Congo. Aucun. Et aucun Africain n'a en profité réellement. Mais qui en profite? Les marionnettes de la France-Afrique et les compagnies étrangères. Vous avez l'ancienne compagnie d'hier, Elf Aquitaine, aujourd'hui c'est Total. Total est le maître au Congo. Total tue, Total donne des armes pour exterminer le peuple congolais. Et silence total. Total corrompt le système de la justice pour fermer les yeux sur l'affaire des disparus du beach. 8% vient avec ces tueurs en France. Ces tueurs menacent le président des indignés, Roland Nitou, et l'affaire elle est étouffée. Voilà le problème. Nous avons un sérieux problème avec la France. La France est le malheur du Congo entièrement. Les Congolais bavent. Et silence total. Est-ce qu'on peut continuer? Non. Il doit avoir une vraie justice pour que le peuple sorte de l'emprisonnement, pour que le peuple ait ce qu'on appelle justice. Nous avons intérêt d'en découdre avec toutes ces soi-disant
qui sont venus nous coloniser. Coloniser en quoi? L'homme noir a été créé par Dieu. L'homme noir avait toute la capacité de connaissance. L'homme blanc est venu juste pour voler nos connaissances et tuer le peuple noir. Au XXIe siècle, la musique des tueries, elle continue. On extermine les peuples noirs. On fait ce qu'on veut. C'est quand même aberrant. Souvenez-vous à l'époque, l'empereur Bokassa, Valéry Giscard d'Estaing allait et on profitait de l'épouse de l'empereur. Valéry Giscard d'Estaing appelait Bokassa et demandait à Bokassa, envoie-moi ton épouse. Et Bokassa envoyait. Et Valéry Giscard d'Estaing prenait bien ses pieds. La France-Afrique, c'est une grande mafia. Et la France-Afrique, il y a trop de bordel dedans. Chacun en profite sur les femmes des autres. Et ces gens en profitent d'un petit pouvoir dont chaque citoyen vote, mais vote sans savoir réellement qu'il vote. Parce que tout ce que nous mettons comme président en France, mais sont le malheur de l'Afrique. Et voilà pourquoi aucun pays de ce nom africain ne doit plus jamais faire la courbette à la France, à l'Allemagne, à la Belgique et aux États-Unis. Parce que souvenez-vous, avant la conférence de Berlin, 1884-1885, souvenez-vous le discours de Léopold II, là où il demandait aux missionnaires. Nous allons suivre un peu, avant de clôturer ce direct, nous allons suivre le message de Léopold II. C'est très important. Nous avons fini avec l'affaire des disparus du beach. C'est très important. Le discours de Léopold II. Et ce discours est un discours qui est pour toute l'Afrique. Parce que tout ce qui se passe en Afrique, par rapport au beau discours de Léopold II, ça continue. Et ça continue. Nous allons écouter. Léopold II, le grand architecte du grand désordre en Afrique. Le remplir est très délicate et demande beaucoup de tact. Nous allons suivre. Car Léopold II a fait un grand boulot. La destruction de l'Afrique. Oui. Oui, la destruction. Et ça marchait. Hein? Ça marchait. Celebrating with this great et il y en a marre. On va suivre Léopold II. Parce que c'est important. Les Africains doivent comprendre. Devoir des prêtres et pasteurs blancs. Voilà, on suit ça. Au roi Léopold II, à l'arrivée des missionnaires au Congo belge, devoir des prêtres et pasteurs blancs dans cette patrie. Révérend père, pasteurs et chers compatriotes, soyez les bienvenus dans notre grande patrie du Congo belge. La tâche qui vous est confiée de remplir est très délicate et demande beaucoup de tact. Prêtres et pasteurs, vous venez certes pour évangéliser. Mais cette évangélisation s'inspire de notre grand principe, avant tout, les intérêts de la métropole. Le but essentiel de votre mission n'est point d'apprendre aux Noirs à connaître Dieu. Ils le connaissent déjà depuis leurs ancêtres. Ils prient et se soumettent à Nzambi Mpunu, que je sache, et aussi à Nzambi Mawezi. Ils savent que tuer, voler, coucher avec la femme d'autrui, calomnier, insulter, est mauvais. Ayons le courage de l'avouer, vous ne venez pas leur apprendre ce qu'ils savent déjà. Votre rôle est essentiellement de faciliter les administrateurs et les industriels, c'est-à-dire que vous interpréterez l'évangile de la façon qui sert le mieux vos intérêts dans cette partie du monde.
Pour ce faire, vous veillerez entre autres à désintéresser nos sauvages noirs des richesses dont regorge leur sous-sol, afin d'éviter qu'ils s'y intéressent ou qu'ils nous fassent une concurrence meurtrière, rêvant un jour à nous déloger de cette partie avant que nous ne nous enrichissions. Votre connaissance de l'Évangile vous permettra de trouver des textes qui recommandent et qui font aimer la pauvreté. Par exemple, « Heureux les pauvres, car le royaume des cieux leur appartient. » Il est plus difficile pour un riche d'entrer au ciel qu'à un chameau de passer par le trou d'une aiguille, etc. Vous ferez donc tout pour que les nègres aient peur de s'enrichir pour mieux mériter le ciel. Les soutenir petit à petit pour qu'ils ne se révoltent jamais un jour. Les industriels et les administratifs seront obligés de se conformer à ce que je vous recommanderai, à vous prêtres et pasteurs blancs, de temps en temps, pour vous faire craindre, de peur de courir à la violence, injurier, battre. Il ne faudra pas que les nègres ripostent ou se nourrissent de vengeance. Pour cela, vous leur renseignerez par tous les moyens et vous insisterez pour qu'ils suivent l'exemple de tous les saints qui ont tendu les joues, qui ont pardonné les offenses, qui ont reçu les crachats et les insultes sans tressaillir. Il faudra les décourager et les détacher de tout ce qui pourrait leur donner le courage de nous affronter. Je songe ici spécialement à leurs nombreuses fétiches de guerre qu'ils prétendent ne point abandonner. Votre action doit porter essentiellement sur les jeunes, afin qu'ils n'hésitent point de nous saluer. Quand le commandement du Père est en contradiction avec celui des missionnaires, qui sont les pères spirituels de leurs âmes, vous insisterez particulièrement sur la soumission et l'obéissance, même aveugle. Cette vertu se pratique mieux quand il y a absence de critique. Apprendre aux élèves à croire et non à raisonner. Ce sont là, chers prêtres, pasteurs et compatriotes, quelques-uns des principes que vous appliquerez sans faille. Vous en trouverez beaucoup d'autres dans les livres et textes qui vous seront remis à la fin de cette séance. Vous verrez donc ce que je recommanderais à vous, prêtres et pasteurs blancs. Évangélisez les Noirs jusqu'à la moelle des os, afin qu'ils ne se révoltent jamais contre les injustices que vous leur ferez subir. Faites-leur réciter chaque jour « Heureux ceux qui pleurent, car le royaume des cieux leur appartient ». Convertissez les Noirs au moyen des chicottes. Gardez leurs femmes à la mission pendant 9 mois, afin qu'elles travaillent pour vous. Courtisez-les s'il le faut. Et exigez ensuite à ces convertis qu'ils offrent en signe de reconnaissance des bonnes viandes, poules, coqs et œufs, chaque fois que vous visitez leur village. Faites tout pour éviter que les Noirs ne deviennent riches. Pour ce faire, chantez-leur chaque jour qu'il est impossible à un homme riche d'entrer dans le royaume des cieux. Faites-leur payer une taxe chaque semaine à la messe de dimanche. Détournez cet argent prétendument destiné aux pauvres pour avoir des magasins importants là où vous êtes, paroisses, procures. Transformez vos missions ainsi en de gros centres commerciaux florissants et aidez légèrement les pauvres pour encourager d'autres blancs à investir régulièrement. Demandez aux Noirs de mourir de faim et vous autres vous mangerez 5 fois par jour. En plus, que vos ventres soient toujours pleins de bonnes choses et que vos bouches exhalent partout l'odeur des oignons. Instituez pour eux un système de confection qui fera de vous de bons détecteurs pour dénoncer tout Noir à une prise de conscience pour la revendication de l'indépendance nationale. Enseignez une doctrine que vous ne mettrez pas en pratique. Et peut-être s'ils vous demandent pourquoi vous comportez-vous contrairement à ce que vous prêchez, répondez-leur, vous les Noirs, suivez ce que nous lisons et non ce que nous faisons. Et s'ils répliquent en disant qu'une foi sans œuvre est une foi morte, fâchez-vous en appliquant le fouet et répondez-leur, heureux ceux qui croient sans protester. Dites-leur que les statuettes que vous gardez chez vous sont l'œuvre de Satan. Confisquez-les et allez remplir vos musées, ainsi que ceux de Ternérine au Vatican. Faites oublier aux Noirs leurs ancêtres
afin qu'ils adorent les vôtres. Ils ne les écouteront jamais, par exemple, les saintes, la Vierge Marie, Sainte Thérèse, Saint Martin. Faites-leur prier en les mettant à genoux comme pénition et obligez-leur à réciter le chapelet 10 fois ou plus. Ne présentez jamais une chaise à un noir qui vient vous voir. Ne l'invitez jamais. Donnez-lui tout au plus une cigarette. Ne l'invitez jamais à manger avec vous, même s'il égorge pour vous une poule ou un coq, chaque fois que vous arrivez chez lui. Bref, lorsque vous aurez accompli tout cela, notre pays, la Belgique, sera très riche, et c'est plus tard seulement, lorsque les Noirs auront compris que nous essayerons de les aider pour l'amour de Dieu, car on ne réveille pas un chat qui dort. Je vous en remercie vivement, le roi des Belges, Léopold II. Voilà. Nous avons écouté Léopold II. Maintenant, nous allons clôturer cette vidéo avec Youssou Bond. Nous allons écouter Youssou Bond. Oui. Ça fait éperdument mal l'affaire du Congo. Les disparus du beach. Des gens qui sont morts. Des gens qui ont perdu leur vie. Sans raison, on les a tués. Mais on les a tués pour donner du sang à l'Élysée. Oui. Donner du sang à la franc-maçonnerie, la loge de France. Trafic d'organes. Et les Congolais sont des esclaves. Et le peuple africain de toute l'Afrique centrale, la Côte d'Ivoire, tout le monde sont des esclaves. Des esclaves de la France. Des esclaves de toute la communauté internationale. Voilà pourquoi la révolution. Nous devons mettre la révolution à fond pour libérer l'Afrique. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous donne la force. Comme le capitaine Thomas Sankara avait su bien le dire, seule que la lutte qui libère. À bon entendeur, salut. Passez une excellente, bonne fin d'après-midi et bonne soirée, vu la nuit aussi va tomber. Et à bientôt. Vous étiez en direct avec le tiers africain, l'homme qui dira toujours la vérité. C'est parti, Youssou Bond. Donc yan wangula wa mumpi wena yan donc final maka wi wa ka fuka lo pole mana fuka kwa kanzera ko talat ya tawa umindulie ni wangula kwa na ifana ku Bumbweni bumambo magrimo bumbweni bumambo magrimo lebantelele tikunga umoni kwira wankuba lebantelele tikunga umoni kwira wankuba fumuzalo kule ntolelemo Balaba le poulet. Batafua, balaba le poulet pena. Batafua, balaba le poulet pena. Poule, bantu beka bikulu. Poule, bantu beka bikulu. Unkuye kankumbi. Kankabi Chimba yekan chibiji Sumba yekan zobo Balaba le poulet Wecheno Bantu batafok le poulet Upunji wa mwana Koto lianguli
wecheno batu batafoko yosio sabenoti sakanzonzi kabisa sako enibanzaka tikule pete petwe na mfumu tala kwaku tondo mfumu zetu nzema baba batafua bala balokule bena umulima batu beka bikulu bafe kolela mfumu ya lokule yena kuchinkakasa batu beka bikulu mvuba mfumu ya lokule yena Laurentine Milongo mfumu ya lokule yena ubondo kunselo batu beka bikulu la balokule Bumbweni mabunda primo Bumbweni mabunda primo Wecheno bantu batafakulo Upunji wa mwana Koto dianguli Wecheno bantu batafoko yosio sabenoti sakanzonzi kabisa sako eni banzaka tikule pete petwe na mfumu tondo mfumu zetu zena yukuta batafua bala balokule bena batafue bala balokule bena kuminduli bantu beka bikulu kutinda mangweli bantu beka bikulu numaka bamonandi kentoka bamonandi mamaka bamonandi bala balokule nibo tokasa minuta hata sana bikanta wata mona mesu eka sabe kani bodo kasa mama jila yi anige ni timula kanga noko nge magata mama tsunu megati tsunu kambola pe nabe tunda mangolila pe kataya mona wecheno bantu batafoko yosio sabenoti sakanzonzi kabisa sako. Thank you very much. Merci beaucoup. Et à bientôt. Bye bye.